horrible, poilu, petit, trapu. Quel parcours jusqu'à présent? Quel parcours? La monstruosité. Envisager la monstruosité, d'une part comme un surgissement, comme un événement, comme un prodige, et essayer par là d'aller aux sources de cette histoire culturelle-là. La monstruosité, non pas définie de prime abord dans les bornes du bien et du mal, mais bien dans cette anthropologie culturelle-là comme étant le prodige, le signe à interpréter. La monstruosité dans l'univers latin, le moneo, le signe donné à interpréter, le signe donné à voir. Et progressivement, l'accaparement un petit peu de cette notion, d'une part par une idéologie chrétienne en Europe qui l'emmènerait du côté de la morale. Mais effectivement, le monstre dans la chanson de Roland, c'est bien le sarrasin, celui qui a la laideur de son comportement, celui qui n'est pas susceptible d'être converti. Et de l'autre côté, la monstruosité qui poursuit son chemin, du côté d'un écart par rapport à un ordre naturel. Ce que vous ont proposé ici, Majax puis Rafa, c'est, une proposition aussi autour du surgissement. Une proposition autour de la construction narratoriale particulière du monstrueux, la construction structurale particulière du monstrueux et à travers le choix des adjectifs de Lovecraft ou à travers le montage particulier de Carpenter, se rendre compte de la dimension du pari. Cette gestation de la monstruosité moderne, on aura l'occasion d'y revenir du côté du deuxième live pour essayer de comprendre comment on a pu passer d'une monstruosité gothique, celle de Quasimodo, celle des héros d'opéra de Verdi, Iago ou Rigoletto, jusqu'à Jack l'Éventreur et au phénomène du fait divers propre à la littérature sérielle. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de continuer à nous enfoncer dans cette voie-là. Envisager le monstre comme prodige, envisager le monstre comme surgissement, le monstre comme événement, envisager le monstre comme l'horreur, comme cette verticalité qui vient du bas et qui perce vers le haut. Cette monstruosité propre-là. Cette monstruosité-là, on va essayer de continuer à l'aborder, cette fois-ci par sa géographie propre. La monstruosité, c'est celle du seuil, celle de la limite, celle qui nous sépare du radicalement autre, celle du labyrinthe, celle du chemin à parcourir, et d'une certaine façon aussi celle du récit de vengeance, celle des récits propres à notre modernité, à nous, où on voit la victime ou celui qui a vécu dans sa chair en fait un crime, essayer par l'itinéraire de vengeance de se transformer de la proie au prédateur. Cet itinéraire-là, ce chemin-là. Faisons donc un détour par la mythologie. Essayons d'envisager à travers les figures d'Ulysse, de Thésée ou encore d'Isis, la possibilité d'envisager cette géographie propre, cette géographie mythologique propre aux monstres. Et n'oublions pas que le temple en latin, le templum, c'est la ligne qui est dessinée sur le sol. C'est la frontière qu'on met entre deux règnes humains, entre un règne humain et un règne divin. C'est l'intersection qu'on pose là. Je laisse là la place à Hipsteri d'abord, puis à Nosferalis et enfin à Bidberch, autour de ces problématiques propres à la mythologie.
Bien, merci Philippe, et d'abord bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de faire suite à ces propos incroyables qu'ont tenus Philippe, Majax et Rafa. Je les remercie parce que j'étais absolument subjugué par leur participation. Je vais essayer, moi, d'apporter la maigre contribution pour l'instant, en me centrant, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt sur le récit de l'Odyssée. Et donc, effectivement, Ulysse, puisque en réalité, tout le monde ne le sait pas, mais en fait, le terme Odyssée fait directement référence au nom de son héros principal, de son protagoniste principal, donc qui est Ulysse, et qui s'appelle donc Odysseus en grec ancien. Ici, c'est très intéressant en fait d'étudier ce personnage-là, notamment par rapport aux thématiques qui ont été évoquées précédemment. D'une part, par rapport à la question des signes, puisque on disait donc le monstre serait un surgissement, serait un signe, donc un symbole de quelque chose qui est radicalement autre, de l'existence des divinités. Or, dans les mythologies, justement, eh bien, les divinités sont plurielles, elles existent, elles s'expriment, et notamment en Grèce, elles s'expriment à travers les héros, puisque les héros, et c'est le cas d'Ulysse, s'ils sont définis comme tels, c'est parce qu'ils sont censés être des descendants de divinités. Par exemple, Ulysse, par sa mère, descend en fait d'Hermès dans les croyances grecques. Et puis surtout, il est l'époux d'une femme qui s'appelle Pénélope, qui est présentée dans les récits donc, qu'on attribue à Homère, dans l'Odyssée en particulier. Elle est présentée avec ce qu'on appelle les épithètes homériques, c'est-à-dire en fait des termes qui servaient pour les poètes, les aèdes grecs, à avoir des manières de définir les personnages tout en ayant un nombre de pieds bien précis qui leur permettait de faire de l'improvisation. Et donc, systématiquement, Pénélope est désignée comme étant celle qui possède la science des grands signes. Donc, du coup, Ulysse semble un personnage qui est, sa condition en tant que héros, donc qui est dans l'héritage des dieux, en tant que mari de Pénélope, qui sait comprendre et qui a la science des signes, c'est quelqu'un qui est fondamentalement tourné vers la découverte du monstre et du monstrueux. Or, justement, c'est aussi un des sens. Alors, il y a l'origine du nom de Ulysse, donc Odysseus, est débattue en grec ancien, mais globalement, on s'accorde à penser que son nom désignerait justement quelqu'un qui s'aventure au-delà. Ce serait le nom d'un voyageur. Alors notamment le terme qu'on utilise en français, Ulysse, vient du latin ulixes, qui a été transmis par les Étrusques, et des études linguistiques ont montré que pour les Étrusques, ça serait la racine du mot ulies, qui en fait renvoie au voyageur. Et donc Ulysse, c'est celui qui voyage. L'Odyssée raconte le récit du voyage, du retour d'Ulysse dans sa patrie à Ithaque, alors qu'il revenait de la guerre de Troie. Mais c'est quelqu'un qui va parfois au-delà, justement au-delà de la limite, au-delà de la frontière. Et le nom Odysseus, une des interprétations que l'on fait pour ceux qui travaillent le grec ancien, c'est justement celui qui va au-delà, jusqu'au point qu'il va défier les dieux. Franchir la frontière. C'est ce que Calypso propose à Ulysse, et qu'il refuse. On ne le répétera jamais assez. L'Héraclès, mentionné dans le chant 11 de l'Odyssée, ne l'a pas franchi. En revanche, deux princes troyens sont devenus immortels, Ganymède et Titon, époux de l'Aurore au manteau d'or. L'Aurore a oublié de demander pour son mari la jeunesse éternelle, et le pauvre Titon, immortel, a vieilli jusqu'à la décrépitude la plus complète. Le mythe ajoute qu'il sera transformé en cigale. Mortalité, immortalité, là est le fossé essentiel. Les dieux n'ont pas le même sang que les hommes, le leur s'appelle l'Icor. Ils ne consomment ni vin ni pain, mais du nectar et de l'ambroisie, ce dernier mot signifiant d'ailleurs boisson d'immortalité. Ils se déplacent beaucoup plus facilement que les hommes, mais ne sont pas présents partout à la fois. Pendant que Poséidon est chez les Éthiopiens, les visages brûlés, les Noirs qui sont à l'extrême-orient et à l'extrême-occident, Ulysse peut se déplacer en sécurité, au chant 4 de l'Iliade.
Héra, épouse peu commode de Zeus, emmène son mari faire l'amour sur le sommet du mont Ida. Elle est munie du charme obtenu d'Aphrodite à qui elle a expliqué qu'elle entend réconcilier Océan et son épouse Thétis au bout du monde, qui se refusent l'un à l'autre les plaisirs du lit. Pendant ce temps, la cause des Achéens peut progresser. Zeus se réveillera furieux d'avoir été dupé par sa maligne épouse, qui lui a rappelé gentiment le temps où il se livrait à ses plaisirs en cachette de leurs parents. Franchir la frontière. Les dieux et les hommes. Le monde d'Homère, Pierre Vidal-Naquet. Quelqu'un qui va notamment se confronter à la mort. Et donc ici, on a un rapport au monstre qui va être les monstres vont être un ensemble de créatures que l'on va retrouver au-delà du seuil, comme ça prendra une tournure un petit peu justement Lovecraftienne, enfin, dans la traduction française. Ce seraient des créatures qui seraient au-delà du seuil, et Ulysse va à leur contact. On va essayer de voir maintenant de quelle manière et qu'est-ce que ça pose comme question derrière. Parce que dans l'Antiquité, en fait, la particularité qu'il y a, c'est que pour chaque héros ou chaque personnage, chaque protagoniste qui se confronte au monstre, en fait, derrière, il y a un objectif de civilisation. C'est-à-dire que, en fait, il y a une symbolique très souvent derrière un mythe, et Ulysse, en fait, est un peu celui qui arrive au bout du conte, à l'extrémité de cette logique de mythe. Si vous prenez, par exemple, un auteur qui est Apollodore le mythographe, alors c'est un auteur grec du IIe siècle avant notre ère, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La Bibliothèque. Globalement, ce que l'on entend sur l'organisation des mythes grecs, souvent il y a des mythes qui sont contradictoires, mais dans les grandes lignes, la cohérence qui existe, c'est un héritage en fait de ce texte, la bibliothèque d'Apollodore le mythographe, qui a essayé donc de donner une cohérence et d'organiser l'ensemble des mythes, et notamment de les structurer logiquement. En fait, pour lui, Ulysse, au moment où Ulysse décède, il marque la fin de l'âge des héros et la fin des confrontations, des grandes confrontations qu'il pourrait y avoir, notamment avec la monstruosité. Et ce qui est intéressant, c'est que comme Ulysse en plus est un voyageur, il voyage à travers la Méditerranée, eh bien, il nous propose une véritable géographie à travers la Méditerranée de cette monstruosité. Et ce faisant, il affronte des créatures qui symbolisent en fait des choses, qui essaient de lui rappeler ce que c'est que, alors j'ai découpé ça en plusieurs points, ce que c'est que d'abord être humain, ce que c'est ensuite qu'être grec, ce que c'est également qu'être athénien. Alors je vous ai dit qu'il venait d'Ithaque, alors ça va peut-être vous surprendre, mais on reviendra sur ce point-là à un moment, et tout simplement de ce que c'est que d'être individu, une personne, d'avoir une identité. Et donc, le monstre va le confronter, les différents monstres qu'il va rencontrer au cours de son voyage, vont le confronter à des dangers, à la mort évidemment, mais en réalité, cette mort, elle est souvent symbolique de l'oubli. L'oubli d'être humain, d'être grec, d'être athénien, ou d'être simplement, d'avoir sa propre individualité, d'avoir sa propre identité. Et à chaque fois, les confrontations avec les monstres sont des surprises. C'est-à-dire que Ulysse va découvrir de nouveaux territoires, de nouvelles îles en particulier. Il n'y a pas que des îles, c'est souvent des îles qu'il va découvrir en Méditerranée. Et là, il va être confronté à l'inattendu. Le monstre va surgir. Et de ce fait, il franchit à chaque fois le seuil et donc la frontière. Quand je vous dis qu'il voyage à travers la Méditerranée, c'est parce que déjà ça nous est dit dans l'œuvre, dans l'Odyssée, mais depuis très longtemps, on va dire au moins depuis 1933 et depuis un auteur français qui s'appelle Victor Bérard, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Dans le sillage d'Ulysse. Depuis cette date-là, il y a eu plusieurs tentatives d'essayer de dresser une géographie entre guillemets réaliste de ce qu'est en fait le voyage d'Ulysse. Bon, c'est un peu vain d'essayer de dresser véritablement
un itinéraire précis à travers la Méditerranée, car ce récit, tout le monde sans doute, comme c'est un ensemble de mythes, c'est largement imaginaire, mais il y a des points que l'on peut retrouver, et en général, on arrive, il y a quelques situations qui sont assez bien associées à des lieux véritables en Méditerranée. Ça, on le doit notamment au travail de Victor Bérard, qui a été par la suite approfondi. Alors, il y a des points sur lesquels les différents historiens ou les différents chercheurs en littérature ou en grec ancien ne sont pas forcément d'accord. Mais globalement, il y a quelques points sur lesquels on a des accords, notamment autour de la localisation. Donc Circé, la magicienne, serait installée en Italie. Charybde des Scylla, pardon, serait dans l'espace, le territoire maritime entre la Sicile et la pointe basse de l'Italie, donc la région de Naples. Calypso, dont le nom en grec ancien signifie la secrète, elle est aux confins du monde, c'est désigné comme ça, donc on a établi qu'elle vivait probablement à Gibraltar. On a aussi les lotophages, qui, vivant dans une région où on peut cultiver le lotus, sont probablement, se localisent probablement dans l'Afrique du Nord, en particulier probablement en Tunisie. Voilà, donc il y a des points comme ça qui existent, et donc on a une véritable géographie de la monstruosité. Et évidemment, la première chose que l'on va s'imaginer quand on a ça, que l'on peut envisager, c'est que finalement ces monstres sont quelque part un contact avec l'étranger. Le cas de l'Odyssée pose des problèmes complexes. Dès l'Antiquité, on a identifié l'île des Phéaciens à Corcyre, aujourd'hui Corfou, dans les îles Ioniennes, à l'ouest de la Grèce. Encore en 1797, lorsque Bonaparte s'empara de Corfou, qui appartenait à la République de Venise, il signala que l'île de Corcyre a été, selon Homère, la patrie de la princesse Nausicaa, et nota que l'archiprêtre de l'île, en recevant l'officier français commandant les troupes de débarquement, lui remit solennellement un exemplaire de l'Odyssée. Dès l'Antiquité aussi, les étapes du voyage d'Ulysse entre Troie et l'île des Phéaciens, le monde des récits, étaient considérées comme largement légendaires. Qu'en est-il aujourd'hui ? Des efforts énormes ont été accomplis par de nombreux savants pour identifier jusqu'au moindre rocher rencontré par Ulysse dans son voyage de retour entre Troie et Ithaque. Un savant français, Victor Bérard, qui fut aussi un homme politique, traduisit l'Odyssée et s'efforça de démontrer que, derrière l'Odyssée, il fallait deviner un document phénicien. Les Phéniciens habitaient les côtes, qui sont aujourd'hui celles de la Syrie et du Liban, et que chaque étape du voyage correspondait à un lieu géographique repérable sur une carte. Le résultat le plus concret de cette enquête est un recueil de photos qui nous font connaître de nombreux sites méditerranéens dignes d'être admirés, mais que ni Ulysse ni Homère, le poète de l'Odyssée, n'ont jamais visités. Ce qui complique encore les choses, c'est qu'il y a dans l'Odyssée plusieurs récits de voyages directs, quand le poète raconte, ou indirects quand un personnage prend la parole. Directs sont les voyages d'Ulysse lui-même entre l'île de Calypso et celle des Phéaciens, puis entre cette dernière et Ithaque. Direct aussi est le voyage de son fils Télémaque, depuis Ithaque jusqu'à Pylos et Lacédémone, avec retour à Ithaque. Indirect est le récit que fait Ulysse, chez Alcinous, de ses voyages entre Troie et l'île de Calypso, à quoi s'ajoute le récit, par Ménélas, de son voyage en Égypte, où il apprend du magicien Protée, où se trouve Ulysse et où lui sont révélés les destins fâcheux d'Agamemnon, tué à son retour par son épouse et son amant Égiste, et d'Ajax, fils d'Oïlée, précipité dans l'eau par Poséidon. À quoi s'ajoutent encore les récits théoriquement mensongers d'Ulysse devenu crétois, et raconté à Eumée, le porcher d'Ithaque, ses aventures en Crète, en Troade, en Égypte et Libye, et en Épire. Récit répété par Ulysse déguisé à Pénélope. Nous ne parlons pas d'Eumée lui-même, qui a ses propres aventures, où les Phéniciens jouent un rôle important. Pas plus qu'il n'est un historien, Homère n'est un géographe, même si de considérables efforts ont été faits, de nos jours comme dans l'Antiquité, pour reconstituer le monde tel qu'il l'imagine. Les indications topographiques sont rares dans l'Odyssée. Tout de même, le pays des morts est situé dans le nord, pays du froid, ce qui est assez naturel pour un auteur méditerranéen. Ce n'est pas en se posant ce genre de questions qu'on peut, je crois, expliquer l'Odyssée. En fait, il existe bien un monde qui, aux yeux d'Homère, est un monde réel. Le signe qui dénote la réalité du monde est le fait que les hommes cultivent la terre et que celle-ci produit du blé pour faire du pain. Le monde des signes.
Toujours le monde d'Homère, Pierre Vidal-Naquet. Homère est censé avoir écrit, attribue l'œuvre aux alentours du 8e siècle avant notre ère. On sait par contre que l'œuvre est passée à l'écrit à partir du 6e siècle avant notre ère. Donc, il y a dû y avoir évidemment des modifications qui ont été faites dans le récit. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'entre le 8e et le 6e siècle, on est dans la grande période historiquement de la colonisation. Les Grecs qui vont s'installer. Alors, ils partent de leurs cités, qui sont les métropoles, littéralement en grec ancien, méter, polis, ce sont donc les cités-mères, et ils vont donc établir des colonies, qui sont des cités-filles, et donc ce récit de l'Odyssée est un peu une mise en garde pour les colons grecs qui vont partir là-bas. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent garder en tête, ces colons grecs, à travers leur voyage eh bien, en Méditerranée? La première chose, ils doivent se souvenir qu'ils sont des êtres humains. Dans un ensemble de croyances avec des mythes, il y a des monstres, il y a des dieux, et donc il faut être capable de savoir rester à la place qui est la sienne, celle qui est réservée donc du coup à l'humanité. Là, eh bien, on va retrouver ce que je disais à propos du pseudo-Apollodore, ou Apollodore le mythographe. C'est parce que, en fait, on ignore l'identité exacte de l'auteur. On a pensé pendant longtemps qu'il s'agissait d'un autre auteur qui s'appelle Apollodore d'Athènes. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Et donc, c'est pour ça que, du coup, il est désormais surnommé le pseudo-Apollodore ou Apollodore le mythographe. Et donc, Ulysse, c'est la fin de l'âge des héros. Et à travers son récit, il va s'apercevoir qu'en fait, l'âge des héros est bien terminé, et que la mise en valeur de tout l'héroïsme que l'on avait pu voir à travers notamment l'Iliade. Donc, l'Iliade raconte la dernière année de la guerre de Troie, qui a duré 10 ans. Ulysse, lui, est revenu de l'Iliade, mais son voyage, beaucoup plus de temps que prévu. On va évoquer la raison, même si beaucoup de gens la connaissent. On va évoquer la raison après. Ça lui prend 10 ans à faire ce voyage de retour. Et à un moment, il se retrouve à rencontrer, en fait, il se retrouve il est à l'entrée, pardon, je change un peu mes mots, je suis désolé. Il se retrouve à l'entrée des enfers, et il entre en contact avec des morts. Ce qu'il attend notamment, c'est de rencontrer le devin Tirésias, qui est décédé, et il veut connaître son avenir, parce que de cette manière, il sait s'il pourra rentrer à Ithaque, et il pourra du coup suivre le chemin indiqué par Tirésias pour pouvoir rentrer. Donc, Tirésias lui fait part de son avenir, de ses visions, mais Ulysse rencontre en même temps sa mère, qui est donc décédée, qui lui informe de la situation qui se passe à Ithaque pendant son absence, une situation politique qui est un peu ambiguë, puisque des gens veulent épouser sa femme pour monter sur le trône à sa place. Mais surtout, il rencontre deux autres héros, qui sont donc Agamemnon et Achille, des héros qu'il a côtoyés pendant la guerre de Troie, qui sont décédés. Alors Achille, décédé pendant la guerre de Troie, Agamemnon en revenant de la guerre de Troie, et en fait, chacun des deux s'attriste dans ce passage, chacun des deux s'attriste en fait de leur situation depuis qu'ils sont décédés. Agamemnon, lui, raconte sa triste fin, sa femme qui a pris un amant et qui l'a assassiné. Donc c'est Clytemnestre qui avait assassiné Agamemnon en compagnie de son amant Égiste. Et du coup, eh bien, Agamemnon essaie de distiller le doute
dans le cœur de Ulysse par rapport à sa femme. Donc on voit ici que Agamemnon a absolument rien d'héroïque. Bon, ça, l'Iliade l'avait déjà plus ou moins présenté de cette manière-là. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un de manipulateur parce qu'en réalité, on comprend qu'il aimerait que la jalousie envahisse Ulysse et qu'il lui arrive la même chose qu'à lui. Il espère qu'il va provoquer chez un autre de ses contemporains la même chose qui lui est arrivée. Quant à Achille, eh bien Achille, lui, Ulysse lui dit, mais personne, nul mortel, même encore en vie, comme c'est le cas pour moi, jamais ne pourra être aussi heureux que toi, puisque en fait, tout le monde t'honorait de ton vivant, tu étais vu comme un dieu, c'était le fils d'ailleurs d'une déesse, et désormais, même si tu es mort, tu règnes sur les morts et on chantera tes louanges jusqu'à la fin des temps. Tout le monde se souviendra du nom d'Achille. Et Achille était présenté ainsi dans l'Iliade, c'est-à-dire qu'il insistait sur le fait qu'il voulait qu'on vante ses louanges même après sa mort. Or, désormais, qu'est-ce qu'il dit? Son point de vue a totalement changé, c'est « n'essaie pas de me consoler de la mort, mais je préférerais vivre comme un paysan, je préférerais être un esclave, mais avoir des jours de vie en plus, plutôt que de vivre une éternité au royaume des morts, quitte à régner dessus. Ici, ce qu'on comprend, c'est que non seulement on voit que c'est la fin de cet âge des héros, on a tout ce discours qui n'est du coup plus du tout, qui ne valorise plus l'héroïsme comme c'était le cas dans l'Iliade. Ici, on a un changement dans le vocabulaire qui va être employé, mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'en fait, on nous montre que le statut de personnes décédées n'est pas du tout enviable, qu'il faut valoriser le fait d'être en vie et de rester humain. Alors ça, évidemment, ça fait son chemin dans le cerveau d'Ulysse, qui à un moment va se retrouver chez Calypso, il reste chez elle prisonnier pendant 7 ans, et pendant 7 années, elle lui propose d'abandonner sa femme Pénélope, de l'épouser elle, et en gros de devenir un dieu. Donc on voit qu'on a les deux extrêmes, c'est-à-dire le fait de s'abandonner dans un cas à la mort, et on lui déconseille, on lui dit qu'il ne faut pas s'abandonner à la mort, mais en même temps, tous les hommes sont destinés un jour à mourir, et là où il a la possibilité d'accéder à l'immortalité, eh bien finalement, il préfère la refuser parce que, encore une fois, ce qu'on essaie de valoriser ici à travers le mythe, c'est le fait que on est un être humain et il ne faut pas chercher à sortir de son propre statut, de sa condition d'être humain. Nous sommes mortels, mais nous devons, du coup, l'accepter. Ça, on va le retrouver notamment, ce point-là, dans l'analyse d'un auteur italien qui s'appelle Pietro Citatti, alors désolé pour l'accent, hein, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La pensée chatoyante. Alors, c'est une œuvre dans laquelle il essaie d'analyser en fait les aventures d'Ulysse. Pour lui, Ulysse est le personnage à la pensée chatoyante, qui veut toujours aller plus loin, découvrir au-delà. Il a cette situation où il va découvrir le monde des morts, il a cette situation où il va découvrir le monde des dieux, mais à chaque fois, il franchit le seuil, il arrive sur le seuil, commence à le passer, mais finalement, il fait le pas en arrière, et c'est ce qui lui permet justement à chaque fois d'échapper à la monstruosité. En réalité, le monstre, ce n'est pas forcément systématiquement celui qui est autre, c'est également celui qui envisage la possibilité de devenir autre. Et c'est même ça avant toute chose dans la pensée des Grecs. Et donc, essayer de sortir de sa condition humaine, c'est dans ce mouvement-là. Et donc ça, c'est analysé donc dans la pensée chatoyante de Pietro Citatti. Je reviendrai sur un point à un moment concernant Pietro Citatti, parce que il fait une comparaison à sans doute mon auteur préféré, qui est Marcel Proust. Et je ne peux pas résister à l'envie de vous partager un point
concernant Marcel Proust. Euh, Deuxièmement, une autre façon de un autre type en fait de monstruosité, c'est celle d'oublier d'être grec. D'oublier d'être humain, il y a le fait d'oublier d'être grec. Et là, on va avoir plusieurs monstres qui vont incarner cela. Alors, tous ne sont pas d'ailleurs monstrueux. Il y en a en particulier les lotophages qui ont l'air tout à fait, on va dire, humains de prime, à dévorer Ulysse et ses compagnons. Et eh bien, ils vont donner des feuilles de lotus à Ulysse et ses compagnons. Ulysse et ses compagnons se font proposer par les lotophages de goûter les feuilles de lotus, mais ça, c'est destiné en fait à leur faire oublier leur passé, à leur faire oublier leur vie, et du coup, ensuite, à pouvoir les dévorer. On a quelque chose d'un peu similaire à l'arrivée chez les Lestrigons, qui sont des sortes de géants. Et donc là, ici, si vous voulez, on a vraiment le côté population étrangère, le danger de se mélanger justement avec cette population. Ici, l'idée, c'est rappelez-vous qu'avant tout, vous êtes des Grecs. Et du coup, vous devez rester grec. C'est-à-dire que ici, le problème n'est pas d'aller au contact des autres populations, le problème c'est d'abandonner sa culture, parce que ce qui unifie les Grecs avant toute chose, c'est ce qu'on appelle en grec ancien la paideia, c'est-à-dire en fait la langue, l'ensemble des croyances, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre élément qui évoque justement cette importance d'être grec. Du coup, Ulysse, c'est le fils d'un homme qui s'appelle Laërte et sa mère, pardon, qui s'appelle Alcité. Dans plusieurs versions, notamment une version qui a été écrite bien plus tard, désolé, c'est un jeu de mots involontaire, une version écrite bien plus tard par Plutarque. Donc Plutarque, qui était un auteur grec, mais qui avait obtenu la citoyenneté romaine, des siècles bien après, au IIe siècle de notre ère, Plutarque, il fait d'Ulysse non pas le fils de Laërte, mais le fils de Sisyphe. En fait, Sisyphe aurait violé sa mère avant qu'elle ne se marie avec Laërte, et du coup, Ulysse serait le fils de Sisyphe. Or, Sisyphe, on le voit apparaître lorsqu'il va à l'entrée des enfers. Il a des images, notamment, de Sisyphe en train d'être châtié. Pourquoi est-ce que, du coup, c'est intéressant du coup d'évoquer cette question de Sisyphe, c'est parce qu'au-delà, bon, Sisyphe il est surtout connu pour son supplice, qui consiste à pousser une pierre jusqu'en haut d'une colline et ensuite elle dévale de l'autre côté, il doit la remonter, et ça jusqu'à la fin des temps. Ça a été d'autant plus popularisé
par une œuvre de Camus, dans lequel il réfléchissait à l'absurde. Mais justement, qu'est-ce que c'est l'absurde? C'est la perte des repères, c'est la perte des codes. Or, quand vous êtes loin de chez vous, vous avez le risque de perdre ce qui étaient vos repères, notamment repères linguistiques, repères culturels jusque-là. Et donc, si absurde, c'est totalement anachronique dans l'Antiquité, il y a quand même cette crainte de l'oubli sa culture. Et surtout, Sisyphe, il a un intérêt qui est important, on va dire, par rapport à ce point-là, c'est qu'il est le petit-fils du héros Hélène. Qui est Hélène? Alors, c'est pas Hélène, c'est E, c'est H-E-2-L-E-N. Le héros Hélène, en fait, c'est un homme déjà. C'est censé être l'ancêtre de la plupart des Grecs. Et d'ailleurs, dans l'Iliade, les Hellènes, enfin les Grecs, sont qualifiés régulièrement par rapport aux Troyens, appelés les Hellènes, avec deux L aussi, en référence à ce personnage-là. Si vous faites de Ulysse le fils de Sisyphe, vous en faites donc un descendant de Hélène et vous rappelez, vous insistez sur cette filiation donc et ce côté grec. Euh, autre élément, donc, ça concerne l'aspect athénien. Alors, comme je vous disais, ça peut paraître surprenant puisque Ulysse est censé venir d'une cité qui est Ithaque, qui en fait est une île. Il est originaire de l'île d'Ithaque, mais il règne en réalité sur un archipel. Il y a plusieurs îles qui constituent la cité d'Ithaque. Mais si on observe bien, en fait, Ulysse a toutes les caractéristiques du héros euh, associé à Athéna. D'abord, on le décrit comme rusé. Il est souvent accompagné par Athéna, notamment dans la toute fin, une fois qu'il rentre à Ithaque, Athéna va l'aider à récupérer son trône, à reprendre le pouvoir à Ithaque. Mais surtout, il y a une séquence très importante, c'est le moment où il doit choisir, le moment où il doit passer entre Charybde et Scylla, et il doit choisir de se rapprocher d'une de ces deux créatures. Charybde étant un gouffre sans fond, et Scylla étant une créature avec des têtes multiples, des pattes multiples, qui trône au sommet d'un pic rocheux. Alors ici, comment est-ce qu'on peut interpréter ce passage-là? En fait, Scylla, c'est littéralement Charybde, c'est littéralement un trou d'eau qui peut nous rappeler éventuellement une divinité comme Poséidon. À côté de ça, on a Scylla qui, elle, est sur un pic rocheux, donc qui se dresse. Ça va évoquer, par exemple, un olivier qui peut se dresser. Or, cette séquence avec Poséidon ou l'olivier, c'est en fait, pour les Athéniens, le récit mythique le récit mythique de la fondation de la cité. Au moment de la fondation de la cité, les Athéniens ont dû choisir une divinité qu'on appelle divinité polyade, c'est-à-dire celle qui allait décider de qui était protéger la cité. Donc les Athéniens devaient décider de quelle divinité allait protéger la cité. Et ils avaient le choix entre Poséidon ou Athéna. Or, à qui s'oppose Ulysse? Qui est-ce qu'il affronte? C'est justement le dieu Poséidon. Et qui le défend? C'est au contraire Athéna. Que propose Poséidon aux Athéniens pour qu'ils le choisissent en tant que divinité polyade? Il leur propose, alors il y a deux versions de ce récit. Dans une des versions, il leur propose un cheval, parce que le cheval est son animal emblématique, et donc le cheval est trop sauvage, les Athéniens n'arrivent pas à le dompter, et donc ils abandonnent. L'autre version, c'est il leur propose une source d'eau pour irriguer Athènes. Et dans les deux cas, la réponse d'Athéna, c'est de leur proposer un olivier. Et alors, évidemment, l'olivier permet de cultiver
et donc, par rapport au cheval sauvage, il préfère l'olivier. Mais même dans l'autre version, c'est peut-être encore plus intéressant l'autre version, en fait, une fois que Poséidon a fait sortir le trou d'eau, eh bien, Athéna dit, de toute façon, l'olivier poussera grâce à cette source. Donc, si vous choisissez l'olivier, vous conserverez obligatoirement les deux. Et maintenant, si on se repenche du côté de Charybde et Scylla, eh bien, Charybde, du coup, avec ce pic rocheux, peut nous rappeler donc du coup cet olivier qui se dresse. Et à l'opposé, Scylla représente l'olivier qui se dresse. Charybde, elle, va représenter au contraire soit le trou d'eau, la source d'eau qui va s'écouler, et l'autre possibilité, c'est la sauvagerie, puisque c'est un gouffre auquel il y a une sorte de torrent auquel on ne peut pas échapper, et donc ça va évoquer la sauvagerie du cheval. Donc, quel que soit le mythe, on va dire, fondateur des Athéniens, eh bien, on retrouve dans ce choix-là le choix qui a été fait par les Athéniens. Qu'est-ce qui peut nous amener à penser que cette interprétation est envisageable? C'est pas gratuit. C'est tout simplement que je vous avais dit que le passage à l'écrit de l'Odyssée s'est fait au VIe siècle avant notre ère. Or, au VIe siècle avant notre ère, on a pu établir qu'en fait, c'était sous la monarchie, plutôt plus exactement la tyrannie de Pisistrate à Athènes, que ce passage s'est effectué. Alors, je ne rentrerai pas encore dans les questions politiques qu'il y a derrière, on gardera ça pour un autre live, sinon on n'aura pas terminé. Mais en tout cas, voilà, il y a un lien ici à établir avec le fait que ça a été fondé, donc, et que forcément Pisistrate essaie de renforcer son pouvoir symboliquement à travers donc ce mythe donc, de l'Odyssée. Enfin, dernier point par rapport à la question de l'individu et de l'identité, le fait de ne pas oublier sa propre identité. Eh bien, déjà, Ulysse, comme on le disait, c'est quelqu'un qui est parti loin et pendant longtemps. 10 ans pour la guerre de Troie, 10 ans ensuite également de voyage de retour. À tel point que son fils Télémaque est mort pendant son absence, et c'est évoqué dans le nom de son fils, puisqu'en fait, Télémaque, Télémakos, c'est en fait, ça signifie celui qui combat au loin et qui désigne en réalité son père. Ce qui est très intéressant quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire, c'est que en fait, l'Odyssée ne commence pas par le récit des aventures d'Ulysse. Il commence par un passage qu'on appelle la télémachie, dans lequel en fait Télémaque part à travers la Grèce pour essayer d'obtenir des informations. Il se rend notamment à Sparte pour essayer d'obtenir des informations sur ce qui est arrivé à son père, pour arriver à retracer son voyage. Et donc, en fait, Télémaque essaie de reconstruire le trajet qu'a pu faire son père, de redécouvrir l'histoire de son père en menant une enquête. Or, justement, en grec ancien, historia, ça signifie une enquête. Donc, on a ici une démarche d'historien qui est menée par Télémaque. Dans le même temps, le récit d'Ulysse qui s'ouvre juste après ne se fait pas dans l'ordre chronologique. En fait, on le suit au moment où il quitte Calypso, chez qui il est resté 7 ans. Il est sur le chemin du retour. Poséidon le déclenche une dernière tempête. Il s'échoue sur l'île des Phéaciens. Et les Phéaciens lui demandent de raconter son histoire. Alors c'est en cela que Pietro Citati disait qu'il y avait un point commun à effectuer par rapport au récit donc, de la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Parce que en fait, ici, on va avoir un Ulysse qui va mélanger 3 entités.
Bon, 2 entités plutôt, mais il y a une troisième à la fin. La première, c'est le héros, dont on raconte l'histoire. La deuxième, c'est le narrateur. Il devient narrateur de sa propre histoire. Et à la fin, les 2 entités s'unissent à nouveau, et c'est à partir de ce moment-là qu'il peut rentrer à Ithaque. Or, pourquoi au départ il n'avait pas pu rentrer plus tôt? C'est tout simplement parce que il y a le fameux passage sur l'île de Polyphème. Polyphème, c'est un cyclope à qui il crève l'œil, qu'il arrive à duper avant de s'enfuir en lui volant des moutons. Et il s'est moqué de lui. Donc il s'est joué de lui. Il a dit à Polyphème qu'il s'appelait personne. De manière à ce que lorsque Polyphème crie de douleur une fois qu'il s'est fait transpercer son œil, eh bien, les autres personnes qui l'interpellent lui demandent qui t'a percé l'œil, et du coup, euh, il répond c'est personne. Et finalement, alors qu'il s'apprête, qu'il part, qu'il est à plusieurs dizaines de mètres de distance, Ulysse hurle à Polyphème qu'en fait, il donne sa véritable identité, qui est Ulysse. Et derrière, Polyphème demande à son père, Polyphème est le fils de Poséidon, et donc Poséidon euh, s'en prend du coup de cette manière-là à Ulysse et l'empêche de rentrer chez lui. Et ce faisant, en fait, toute la malédiction qui se porte sur Ulysse se porte sur le moment où il s'est joué de Polyphème, sur le moment où il est devenu personne. Et il a besoin de re-raconter son histoire, de redevenir le narrateur de sa propre histoire pour pouvoir justement se libérer de cette malédiction. Et ce n'est que chez les Phéaciens, enfin, il fait le récit de tout ce qui s'est passé, chronologiquement, et qu'enfin, le narrateur et le héros vont pouvoir redevenir la même personne et donc se libérer de cette malédiction. Donc ici, une nouvelle fois, eh bien, il y a la volonté pour pouvoir échapper à la monstruosité. Il y a la nécessité, en fait, de ne pas oublier. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je vais m'arrêter là. J'aurais pu rajouter un petit passage sur Circé, mais ça correspondait plutôt à l'humain. J'ai peut-être oublié de le mentionner, puisque les Circé transforment les hommes en animaux, en particulier en porcs. Mais voilà, l'idée, c'est que nous ne sommes ni les êtres humains ne sont ni des animaux, ni des dieux, et ils sont vivants. Voilà. Donc, j'espère avoir été assez clair, alors que je n'ai pas pris le récit dans l'ordre, mais ça me paraissait important de structurer de cette manière-là. Je vais enchaîner. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Je vais enchaîner après Hipstery. Je prends
sur Thésée. Alors, j'ai décidé de vous parler de Thésée et du Minotaure. Et si j'ai décidé de parler de ça, ça vient d'une surprise en fait. Parce qu'au moment où on a commencé à réfléchir sur cette thématique du monstre, c'était un moment où j'étais en train de lire Les vies parallèles de Plutarque. On fait des trucs bizarres dans la vie. Moi, j'étais en train de lire Plutarque. Et je lisais justement cette vie de Thésée qui est la toute première dans les vies parallèles. Et bon, je pensais tout de suite, quand on pense à Thésée, il me semble qu'on pense tout de suite à l'histoire du Minotaure, alors que dans le texte de Plutarque, ça prend une place extrêmement courte. D'ailleurs, je vais vous lire les 4 lignes qui concernent cette histoire, au début du paragraphe 19, dans la traduction de Claude Massé. Selon la plupart des écrits et des chants, quand Thésée aborda en Crète, Ariane tomba amoureuse de lui. Elle lui donna le fil et lui enseigna le moyen de se dégager des détours du labyrinthe. Il tua le Minotaure et reprit la mer. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a chez Plutarque concernant Thésée et le Minotaure. Donc je me suis demandé tout de suite pourquoi en fait cette histoire avait autant fasciné et était devenue finalement ce qu'on avait retenu, enfin ce que moi en tout cas j'avais retenu dans toutes mes études, ce dont j'avais entendu parler pour Thésée. Parce que quand on lit la vie parallèle de Plutarque, on a envie on voit que Thésée a combattu de très nombreux monstres, notamment sur les routes autour d'Athènes. C'est un héros fondateur, il vit à l'époque d'Hercule, avec qui il est souvent comparé par Plutarque. Il vit un tout petit peu avant la guerre de Troie, hein. Chez Apollodore, dont vous avez déjà parlé, Hipsterie, il est historiquement un peu avant la guerre de Troie, même s'il a connu des protagonistes de cette guerre, hein, puisqu'il a enlevé Hélène, hein, lui aussi longtemps avant Paris. C'est Thésée qui enlève Hélène une première fois. Et donc, c'est le héros fondateur d'Athènes. Et on le classe, un peu comme l'a fait Hipsterie avec Ulysse, dans les héros, et particulièrement dans les héros fondateurs, le héros fondateur d'une ville. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a un culte de Thésée à Athènes, Thésée comme fondateur d'Athènes. Mais ce qui rend Thésée si vivant dans la tradition artistique occidentale, ce qui fait qu'il a tant excité l'imaginaire depuis 3 millénaires, c'est finalement ce seul récit assez central qui est déployé en 3 éléments centraux. Le labyrinthe, le fil, le Minotaure. En gros, c'est les 3 éléments qu'on trouve dans les 4 lignes que Plutarque consacre à cette histoire et qui vont avoir un aspect très visuel. On va retrouver très tôt les représentations du Minotaure sur les vases. Le Minotaure a lui-même une histoire séparée de celle de Thésée. Thésée intervient dans cette histoire du Minotaure, mais il y a une histoire auparavant. Et ça va inspirer plus tard les surréalistes, les psychanalystes, etc. Il y a une grande richesse artistique. Donc je vais interpréter un peu cette histoire de Thésée et du Minotaure sous l'angle de la dualité. Dans la personne du Minotaure, dans cette créature qu'est le Minotaure, il y a déjà une dualité entre l'homme et l'animal. Dans l'utilisation qui est faite par Minos de cet enfant un peu monstrueux, il y a aussi une dualité dans le lieu du labyrinthe et en plus dans le héros qui le tue, Thésée, et ensuite dans l'interprétation donnée qui est très différente chez les Grecs et dans la littérature contemporaine. Je parlerai notamment de la nouvelle de Borges qui s'appelle La demeure d'Astérion, qui inverse qui est du point de vue du Minotaure. Je vais d'abord vous raconter l'histoire. Je pense que vous la connaissez un petit peu, mais ça fait toujours plaisir de réentendre cette histoire. Donc je vous rappelle, le Minotaure, c'est une créature fabuleuse, mi-homme, mi-animal. Donc souvent, on le montre avec un corps d'homme et une tête de taureau, mais c'est parfois l'inverse. Chez Dante, par exemple, dans l'Enfer, c'est l'inverse. Il a une tête d'homme et un corps de taureau. Il est issu de l'union entre un taureau et Pasiphae, l'épouse de Minos, qui est le roi de Crète. C'est une importante histoire de Crète. Cette union est issue d'une vengeance de Poséidon. Donc Poséidon a institué Minos roi de Crète et il lui demande de lui sacrifier un très beau taureau blanc, et Minos trouve le taureau blanc vraiment magnifique. Il décide de le garder, de faire une sorte de trahison envers un mauvais sacrifice envers Poséidon, et Poséidon, pour se venger, envoie ce taureau pour avoir une union avec Pasiphae. L'union en tant que telle est monstrueuse. Il y a souvent une insistance, que ce soit chez Apollodore ou
pas chez Plutarque, mais chez Apollodore en tout cas, et dans les récits mythiques, c'est très frappant, cette union entre le taureau et la femme. C'est une union déjà monstrueuse, mais c'est une monstruosité qui est instituée et voulue par le dieu comme punition envers le roi. La créature qui en sort est donc perçue par le lecteur comme monstre, même si j'y reviendrai, le mot monstre est complètement absent chez Plutarque comme chez Apollodore. Donc ce monstre symbolise d'abord la faute commise par le roi. Minos fait construire un labyrinthe par l'architecte Dédale pour que le Minotaure y soit enfermé, et lui il institue autre chose, il institue en fait une autre monstruosité qui est que tous les 7 ans, le roi d'Athènes, Égée, doit envoyer 7 filles et 7 garçons, alors ça change selon les traditions, des fois c'est juste 7 garçons, des fois juste 7 filles, des fois c'est plus, mais en tout cas Égée doit envoyer des Athéniens pour y être sacrifiés au Minotaure, pour y être dévorés en fait par le Minotaure. Minos transforme une monstruosité qui lui a été imposée par le dieu en une monstruosité qu'il impose à ses vassaux. C'est-à-dire qu'on a une forme de transfert de chaîne hiérarchique dans l'utilisation du monstre. Le dieu a créé un monstre pour punir son inférieur hiérarchique, le roi Minos, et le roi Minos, lui, va s'en servir pour affirmer sa puissance contre un État vassal, en l'occurrence Athènes. Le labyrinthe, par ailleurs, qui est créé par Dédale, sert donc à la fois à empêcher le monstre de sortir, et ça Apollodore le mentionne bien, c'est pour empêcher le monstre de sortir, mais il sert aussi à faire en sorte que les victimes, elles non plus, ne puissent pas sortir. Donc là aussi, on a une sorte de dualité dans ce lieu du labyrinthe qui protège à la fois ceux qui sont à l'extérieur, mais qui sert aussi à instituer la violence. Il protège de la violence et il institue la violence. Le sacrifice qui est fait dans ce labyrinthe, c'est un symbole double. C'est d'abord un symbole politique, civilisationnel, d'asservissement d'Athènes à la Crète, ou dans une époque antérieure à celle de la rédaction des textes, et en même temps d'une sorte de barbarie, le monstre symbolisant l'animalité dans l'homme, sachant que c'est une créature mi-homme, mi-animal, donc on voit très bien le symbole qu'il y a, et le héros civilisateur, toujours là pour purger les monstres le monde de ces monstres. Donc, chez Apollodore, c'est très clair, c'est une suite en fait le chapitre consacré à Thésée est une suite, une sorte de liste des monstres qui ont été tués par Thésée. On a le même phénomène avec Hercule, on a le même phénomène dans énormément de récits mythiques. En tuant le Minotaure, du coup, Thésée libère symboliquement la Grèce de l'influence crétoise. C'est le moment où, symboliquement, la civilisation minoenne est dépassée par la civilisation grecque. Je pense que c'est tout à fait comme ça que devaient le penser. On ne sait rien de ce que pensaient les Grecs, mais en tout cas, ça paraît un symbole assez puissant. Vous savez qu'on appelle la civilisation minoenne en fait une civilisation crétoise à partir d'un palais qui était à Knossos. Et on a donné le nom de Minos à cette civilisation qui était la civilisation qui dominait la Méditerranée avant, dans l'époque dite archaïque. De même que, il y a un passage d'Hegel là-dessus sur le fait que le moment où Édipe vainc le Sphinx, ou la Sphinge plutôt, ça symbolise le moment où les Grecs se libèrent de l'influence égyptienne, la Sphinge étant un monstre plutôt égyptien, une créature plutôt issue de la mythologie égyptienne. Sachant que réduire ces civilisations, qu'elles soient minoennes ou égyptiennes, à des créatures, à des monstres, c'est aussi symboliquement pour les Grecs une manière de réduire ces autres civilisations à du non-humain, ou en tout cas à une sorte de barbarie en fait. Comme si, du point de vue des Grecs, seule la civilisation grecque, instituée du coup par Thésée, serait la civilisation humaine. Sachant qu'il y a quand même une première étrangeté dans ce récit. Je vous ai dit que chez Plutarque et chez Apollodore, c'était très rapide. C'est que pour le vaincre, on a bien une réunion des deux valeurs principales du héros mythique. On a d'abord la force. Donc Thésée bat un monstre impressionnant. C'est fait très rapidement. Chez Apollodore, on nous précise même qu'il bat le monstre à main nue. Ce qui est un peu étrange dans les représentations sur les vases. On a souvent plutôt une épée qui est présentée. Mais Apollodore précise qu'il le bat à main nue. Et
on a la force, du coup, qui est montrée, et la ruse, qui est ici fournie par Ariane. C'est-à-dire que Thésée n'est pas un héros rusé, contrairement à Ulysse. Par contre, c'est un héros séducteur, donc il arrive à séduire Ariane, qui, elle, est rusée, qui va lui fournir ce fil pour sortir du labyrinthe. Donc, Thésée, finalement, est un héros qui est un peu déficient dans cette histoire-là, d'une certaine manière. Et c'est dans cette brèche que va s'engouffrer notamment Borges, mais aussi Dürrenmatt, qui a écrit un livre aussi du point de vue du Minotaure. Ce qu'il faut noter que dans les textes grecs, donc déjà, c'est un récit qui est montré comme assez court. On nous raconte beaucoup l'histoire du Minotaure, mais par contre, le moment où Thésée vainc le Minotaure est très très court, aussi bien chez Apollodore que chez Plutarque. La prose est extrêmement concise, on n'a pas d'insistance, ni sur une éventuelle horreur du Minotaure, ni sur le combat, sauf que c'est un combat à main nue. Le terme monstre, d'ailleurs, est absent aussi bien chez Plutarque que chez Apollodore. Et c'est intéressant, parce que quand j'avais lu dans une traduction française pour la première fois Apollodore, il y avait le mot monstre à un moment donné. Je vais essayer de vous retrouver le passage, mais on nous dit que Minos, suivant les conseils de certains oracles, tint ce monstre reclus dans le labyrinthe. Et en fait, dans le texte grec, c'est pas tint le monstre, c'est le tint reclus dans le labyrinthe. C'est juste un pronom. C'est pas du tout un nom qui est ici donné dans le texte grec d'Apollodore. Donc, c'est assez intéressant de voir ça, parce que finalement, cette réduction à la barbarie, cette insistance vraiment sur la monstruosité, elle est plutôt, je pense, contemporaine. Elle n'est pas seulement contemporaine, parce que ça commence en fait chez Virgile, dans le chant 6 de l'Énéide. Quand Virgile mentionne le Minotaure, il insiste vraiment en fait sur sa monstruosité et surtout sur l'union monstrueuse. Ce qui choque beaucoup Virgile, c'est plutôt l'union du taureau et de Pasiphae. Mais en fait, c'est la postérité ensuite qui va faire enfler cette histoire-ci, qui n'est pas réellement plus développée que les autres dans les sources antiques. Donc c'est notamment lié à l'aspect visuel, on a retrouvé beaucoup cette histoire dans les vases. C'est lié à l'histoire d'amour un peu tragique, très tragique même, avec Ariane, qui elle aussi était très, très marquante. Et aussi ensuite à la lecture, au symbole du labyrinthe, qui va devenir un symbole pour les surréalistes, pour les psychanalystes. Et il y a un texte de Castoriadis, par exemple, qui s'appelle les parois du labyrinthe, je crois. J'ai peur de me tromper, il y a un truc avec labyrinthe, mais où c'est un symbole plutôt là, presque métaphysique, en fait. Il y a un livre de Krasna-Orkai, d'ailleurs, aussi, qui s'appelle Thésée universelle, où là, le labyrinthe est vraiment un symbole métaphysique. Et c'est cette... Pardon, excusez-moi, j'ai fait une parenthèse là-dessus, mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, c'est cette concision des textes de Plutarque et d'Apollodore qui va faire que les contemporains vont pouvoir s'engouffrer dedans, finalement. C'est-à-dire qu'on a des détails, on n'a pas vraiment de détails, on a juste vraiment un portrait dressé à gros traits qui va permettre de combler les trous d'une certaine manière, vu qu'on n'a pas d'émotion qui est donnée, on n'a pas vraiment d'interprétation qui est faite sur ce mythe du Minotaure. Toute cette interprétation que je vous ai donnée, c'est une interprétation vraiment faite a posteriori, mais qui n'est pas présente chez Plutarque, qui lui pourtant est beaucoup dans l'interprétation, dans l'analyse des mythes, des histoires. Et là, sur cette histoire du Minotaure, on n'a rien du tout du point de vue de Plutarque. Et donc, c'est cette concision qui va permettre aux auteurs contemporains de compléter le mythe, mais aussi de l'inverser. On a une inversion complète qu'on trouve notamment dans une superbe nouvelle de Borges. La demeure d'Astérion. Court extrait. Apollodore. Je sais qu'on m'accuse d'orgueil, peut-être de misanthropie, peut-être de démence. Ces accusations que je punirai le moment venu sont ridicules. Il est exact que je ne sors pas de ma maison, mais il est moins exact que les portes de celle-ci, dont le nombre est infini, sont ouvertes jour et nuit, aux hommes et aussi aux bêtes. Entre qui veut. Il ne trouvera pas de vains ornements féminins, ni l'étrange faste des palais, mais la tranquillité et la solitude. Il trouvera aussi une demeure, comme il n'en existe aucune autre, sur la surface de la terre. Ceux qui prétendent qu'il y en a une semblable en Égypte sont des menteurs.
jusqu'à mes calomniateurs reconnaissent qu'il n'y a pas un seul meuble dans la maison. Selon une autre fable grotesque, je serais, moi, Astérion, un prisonnier. Dois-je répéter qu'aucune porte n'est fermée? Dois-je ajouter qu'il n'y a pas une seule serrure? Du reste, il m'est arrivé au crépuscule de sortir dans la rue. Si je suis rentré avant la nuit, c'est à cause de la peur qu'ont provoqué en moi les visages des gens de la foule. Visages sans relief ni couleur, comme la paume de la main. Le soleil était déjà couché. Mais le gémissement abandonné d'un enfant et les supplications stupides de la multitude m'avertirent que j'étais reconnu. Les gens priaient, fuyaient, s'agenouillaient. Certains montaient sur le perron du temple des haches, d'autres ramassaient les pierres. L'un des passants, je crois, se cacha dans la mer. Ce n'est pas pour rien que ma mère est une reine. Je ne veux pas être confondu avec le vulgaire, comme ma modestie le désire. Je suis unique, c'est un fait. Ce qu'un homme peut communiquer à d'autres hommes ne m'intéresse pas. Comme le philosophe, je pense que l'art d'écrire ne peut rien transmettre. Tout détail opportun et banal n'a pas place dans mon esprit, lequel est à la mesure du grand. Jamais je n'ai retenu la différence entre une lettre et une autre. Je ne sais quelle généreuse impatience m'a interdit d'apprendre à lire. Quelquefois, je le regrette, car les nuits et les jours sont longs. Chez Borges, c'est le Minotaure. Donc, le Minotaure qui, selon certaines traditions, s'appelle Astérion, hein. C'est lui qui est le narrateur, qui est caché dans le labyrinthe et qui ne quitte pas, non pas par bêtise, non pas parce qu'il n'arrive pas à sortir. Là, Borges contredit la version d'Apollodore, enfin le narrateur, du coup lui-même contredit la version de ce mythe. Il ne veut pas sortir parce qu'il est là, en fait, d'effrayer les gens quand il sort. Le fait qu'il soit le narrateur nous le rend proche. Il annule complètement l'idée de sauvagerie du monstre. Chez Borges, d'ailleurs, le Minotaure fait référence à Platon à un moment donné, ce qui fait qu'il devient une sorte d'intellectuel, en fait, qui réfléchit sur sa propre situation. Et en fait, le Minotaure n'est un monstre que dans le regard des habitants de la Crète. Et d'ailleurs, dans la nouvelle de Borges, le Minotaure ne mange pas ses victimes. Celles-ci meurent de peur. En fait, en le voyant, ils arrivent au bout du labyrinthe, les gens ont tellement peur du Minotaure qu'ils ont une espèce de crise cardiaque en fait, devant le Minotaure, mais le Minotaure n'est pas du tout ce monstre qui se jette sur eux. Seulement, à un moment donné, on lui annonce, une des personnes qui meurt devant lui annonce la venue d'un rédempteur, et la dernière phrase de la nouvelle, qui est très courte, je vous la spoil pas, je vous la lirai en entier, c'est pas du spoil là ce que je fais, mais la dernière phrase, c'est la seule qui passe hors du point de vue du Minotaure, dit on est du point de vue de Thésée, pardon. Le croiras-tu, Ariane, dit Thésée, le Minotaure s'est à peine défendu. Et là, Borges utilise, je trouve ça merveilleux, parce qu'il reprend plus tard la concision de Plutarque que je vous ai donnée au début, il tua le Minotaure, ou chez Apollodore, il tua le Minotaure à point nu. C'est extrêmement court. Et donc là, Borges donne une justification en fait de cette brièveté, au sens où Thésée tue le Minotaure parce que le Minotaure ne s'est pas défendu. Il attendait Thésée en fait, et il avait envie d'être sauvé en fait de sa condition de monstre. Donc cette fiction, elle expliquerait le peu de détails sur le Minotaure et sur le combat, tout en inversant la lecture classique qu'on fait du mythe. Il y a une autre nouvelle, un peu plus tardive, d'un auteur allemand qui s'appelle Friedrich Dürrenmatt, qui fait la même chose dans cette longue nouvelle qui s'appelle La balade du Minotaure, où là, ça va beaucoup plus loin, de manière beaucoup plus explicite que chez Borges, où le Minotaure est présenté comme un être inoffensif et Thésée véritablement comme un assassin. Et donc, ce qui est intéressant là dans cette vision, c'est qu'à l'inverse de la vision classique, chez les auteurs contemporains, chez Borges comme chez Dürrenmatt, d'une certaine manière, c'est Thésée qui devient le véritable monstre. J'en ai fini du coup. Je vais laisser la parole à Big Darch.
bien, merci pour cet exposé sur Thésée et le Minotaure, mythologie grecque, Clément. Euh, Moi, je vais aborder la mythologie égyptienne et la mythologie sumérienne. J'ai pas encore choisi, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas encore choisi exactement lequel me paraît le plus pertinent par rapport, parce que j'écoute beaucoup, hein, je me suis beaucoup nourri de ce que vous avez tous dit. Il y a une chose très importante à comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, on parle on a beaucoup parlé de récits d'auteurs, typiquement Lovecraft, Carpenter. Là, on parle les mythes égyptiens. C'est plus qu'une œuvre, en fait. Et c'est assez dur d'arriver à transmettre, en fait, en quelque sorte, des précautions d'usage quand on touche à ces choses-là. Moi, il y a quelques chiffres que je trouve qui sont sidérants. Vous prenez Anubis, c'est un dieu qui a été vénéré pendant plus de 3000 ans sur tout le territoire égyptien. Plus de 3000 ans, c'est-à-dire un tiers fois plus que la religion chrétienne en termes de temps. C'est énorme. C'est un système de croyance, et c'est un système de croyance qui s'explique par de nombreuses choses. Alors, il y a des choses qu'on peut prouver, d'autres, c'est que des supputations. Mais un truc que m'avait appris mon prof d'histoire-géographie au collège à l'époque, c'est que pour comprendre un peuple, il faut comprendre sa terre. Et l'histoire s'explique en grande partie à cause des contraintes matérielles, en fait, c'est-à-dire la géographie. Donc, pour comprendre l'Égypte, il y a trois éléments géographiques essentiels pour comprendre la mythologie égyptienne. C'est Eteru, ça veut dire la rivière. Et en fait, ça, pour eux, c'est le Nil, en fait. Que les autres rivières, ils s'en foutent. Il n'y en a pas. Et pourquoi il n'y en a pas? Parce que l'autre mot qui est important, c'est Décheret. C'est le désert. C'est-à-dire que le peuple égyptien, et on rappelle, on est il y a 5000 ans, hein, d'un côté, il y a le désert, et de l'autre côté, il y a la rivière. Et c'est tout. Ils sont dans une altéralité radicale géographique. D'un côté, vous n'avez rien. C'est le désert. Hein. Vous avez une faune qui est hostile. Vous avez un climat qui est hostile. Vous avez tout qui est hostile. Et de l'autre côté, vous avez un Nil qui est capable de vous transporter. C'est un fleuve, une rivière qui est plutôt calme, le Nil. Hein. C'est assez facile de voyager dessus, même à l'époque, avec des embarcations qu'on pourrait considérer archaïques de nos jours. Donc, ça leur permet de se déplacer. Ça leur permet de se nourrir parce qu'il y a la mousson qui permet de fertiliser les terres. Et donc, ça leur permet, tout le peuple égyptien va se construire autour de ce Nil parce qu'il n'y a pas d'autre perspective. Si je vous fais un parallèle hyper chelou, mais qui est assez parlant, là, on est dans le Covid. Soit vous avez le GAFAM pour travailler, soit vous ne travaillez pas. Le télétravail, il y a énormément de gens, sans le télétravail, ils ne pourraient pas travailler, en fait. Là, eux, au niveau de leur technologie, de leur compréhension du monde, de leur science, donc de leur spiritualité, tout ça, c'est associé, en fait, ça, c'est entremêlé. Ils ont le Nil, et derrière, c'est la mort, en fait. Si je vais au plus simple. Ils n'ont aucune perspective autre que ça, mais ils n'en ont pas besoin, en fait. Ils n'en ont pas besoin parce que chaque peuple vit... c'est des petits villages, en fait, qui sont au bord du Nil. Et ils ont leur petite ferme, ils ont plus vers le nord, vers le delta du Nil, vous avez, c'est les terres où vous pouvez chasser. Mais c'est pas l'endroit où la civilisation égyptienne va vraiment prendre lieu, on le verra. Ce qui va se passer, c'est que dans les petits villages, il y en a certains qui vont grossir un peu, et il y en a qui vont commencer à jalouser les ressources des autres, en fait. Et vous allez avoir un effet de steamroll, vous allez avoir des raids, en fait, les plus puissants vont aller raider les villages d'à côté pour gagner des ressources, en fait. Et de ça, et c'est un processus qui va durer, alors j'avais noté les dates, c'est sur des siècles, hein, c'est très très long, c'est took centuries to be fully resolved, hein, cette unification de l'Égypte. Mais c'est ça qui va se passer. Donc vous avez un peuple qui vit dans une terre qui est une incarnation matérielle géographique d'une altéralité radicale, et donc vous avez un système de pensée qui va suivre, en fait. C'est aussi bête que ça. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre énormément de précautions quand on étudie les mythes égyptiens, parce qu'on n'a pas les codes, en fait. Déjà, on n'est pas sur les mêmes terres, donc on n'a pas la même conception de la vie, on n'a pas la même technologie, et on n'a pas la même compréhension du monde. On sait ce que les Égyptiens savaient. Ils avaient un langage qui était
plus évolué qu'on l'a cru pendant très longtemps d'ailleurs. Hein. C'est pas juste des pictogrammes. Vous avez également des idéogrammes un peu à la manière de certaines langues asiatiques. Quand vous combinez deux symboles, ça peut donner un mot différent. Et donc, ils avaient l'écriture. On sait que pour compter, ils avaient un système qui était assez bête avec un trait pour 1, 2 traits pour 2, 3 pour 3, etc. Ils avaient des systèmes de groupement pour 10, 100, 1000, mais ils n'avaient pas le zéro. Le zéro, c'est un concept qu'on va trouver chez les Mayas, chez les Indiens, chez les musulmans un peu plus tard. Mais ils avaient quand même un système numéraire suffisamment abouti, justement pour faire des calculs par rapport aux ressources, par rapport aux hommes, par rapport à tout ça. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que le mythe d'Osiris que je vais évoquer, les traces écrites qu'on en a, alors il y a plus tard qu'on a fait sa version, mais sa source, ça reste les hiéroglyphes. Et donc pour les hiéroglyphes, il faut comprendre la langue. Et comme la langue, on a besoin de la comprendre, vous voyez un petit peu le niveau, le nombre de d'étages de difficulté qu'on a déjà juste pour décrypter la chose et comprendre la chose. Dans le mythe d'Osiris, il y a un personnage, je vais l'appeler comme ça parce que on va dire que c'est un monstre au sens où l'a défini Philippe en tout début d'émission, c'est-à-dire le miracle, le divin. C'est pas le monstre au sens le truc qui fait peur. Même si je pense que cette créature pouvait faire peur vu qu'elle a une tête de crocodile, des pattes, le corps avant d'un lion et les fesses d'un hippopotame. On a affaire à un amalgame de trois créatures qui pourraient rappeler un peu la chimère chez les Grecs. On a une créature comme ça, mais ce monstre-là, ce qui est intéressant, cette créature-là, je vais plutôt l'appeler créature, cette créature-là n'a pas un rôle d'antagoniste. Elle fait partie intégrante du système judiciaire égyptien. Et encore une fois, quand je parle de système judiciaire égyptien, je parle donc du mythe d'Osiris qui s'est vraiment diffusé à partir de la deuxième dynastie de Pharaon et qui a vraiment été implanté encore quelques dynasties plus tard. Mais dans la première dynastie, à l'époque de la première dynastie des pharaons, on n'a pas de traces écrites du mythe d'Osiris. Donc peut-être que c'est un mythe qui était déjà raconté à l'oral, mais voilà. C'est important de savoir que le mythe lui-même s'est diffusé, et c'est un mythe qui est très très influent et qui va donc définir une grande partie du système judiciaire et donc religieux. Ça va avec en fait, et spirituel. La manière, c'est la compréhension du monde. Hein. Ils n'avaient pas de satellite, ils n'avaient pas Google, ils n'avaient pas les rapports du GIEC pour comprendre le monde. Hein. Ils habitaient dans le désert, il y avait le Nil et le désert, on rappelle. Donc, à partir de ces éléments-là, on arrive à une créature qui est terrifiante, mais qui n'est pas là pour vous nuire. Elle est là pour... si vous avez échoué, voilà, on va dire que c'est un test. Si vous avez réussi votre vie, vous allez pouvoir aller dans l'au-delà. Et du coup, si vous n'avez pas réussi, qu'est-ce qui vous arrive? Il faut qu'il vous arrive quelque chose, sinon c'est pas juste. Pour qu'il y ait le bien, il faut qu'il y ait du mal. Pour qu'on puisse faut qu'on récompense les vertueux et qu'on tue les, enfin qu'on punisse, pas qu'on tue en fait, c'est qu'on punisse ceux qui n'ont pas réussi en fait. Et donc Amit, ce monstre-là, il sert à ça. Il sert à dévorer votre âme. Alors encore une fois, l'âme, c'est un concept chrétien. Les Égyptiens, ils avaient 5 parties matérielles pour tout ce qui était le corps matériel. Il y avait 5 parties. Et pour tout ce qui était spirituel, vous aviez 5 parties. Par exemple, dans les mythes hébreux, plus tard, ça va être réduit à 3. Et puis dans le Coran, je crois qu'il n'y en a que 2. Il y a que l'âme et le corps. Chez les Égyptiens, vous avez 5 parties. Et donc, elle vous bouffe notamment le bas, qui est un peu votre souffle de vie, ce qui sera un peu l'équivalent du souffle de vie dans des mythes monothéistes qui vous parleront peut-être plus. Donc voilà, Amit est une créature, c'est la dévoreuse, mais c'est pas un truc qui est là pour vous nuire. C'est juste un truc qui est là pour faire régner la justice, en fait. C'est l'opposé. Voilà. Je vais pas m'emballer plus loin que ça. Il y a un autre élément qui est intéressant dans le mythe d'Osiris, c'est Seth. Seth, c'est le frère d'Osiris. Et Seth incarne, il règne sur le désert. Hein. Osiris règne sur le Nil, c'est le dieu de l'agriculture. Et Seth, lui, il règne sur le désert. Donc vous avez ce manichéisme qui est toujours dans cette altérité radicale de la géographie locale. Et l'intérêt essentiel du récit de Plutarque est de proposer une relation suivie du mythe, et c'est en cela qu'il se distingue des sources égyptiennes.
En effet, si la plupart des éléments sont présents dès les textes des pyramides, ils y font l'objet de mentions éparses, sans constituer un récit suivi. Que nous apprennent donc les plus anciens textes égyptiens sur la mort d'Osiris ? Le récit du complot n'y figure pas, non plus que dans les autres sources égyptiennes. Il y a peut-être cependant une allusion au paragraphe 184 où Osiris est désigné comme celui qui a été mis en coffre, en boîte et en sac. Le beau coffre magnifiquement ouvragé de Plutarque évoque indéniablement un sarcophage. La version égyptienne apporterait une précision supplémentaire en mentionnant la triple enveloppe. Sarcophage extérieur, sarcophage intérieur et linceul. Que ce coffre ait été jeté à l'eau n'apparaît pas non plus. Cependant, Osiris est mis à 2 reprises en rapport avec l'eau. 1. Osiris N. Prends cette eau fraîche, rafraîchie pour toi auprès d'Horus. En se tient nom de celui qui est issu de l'eau fraîche. Prends les humeurs issues de toi. Horus a fait que soient assemblés pour toi les dieux depuis le lieu d'où tu pars. Horus a fait que te soient assignés ses enfants depuis l'endroit d'où tu dérives. Paragraphe 24 et 766. 2. Horus a rassemblé pour toi les dieux. Ils ne peuvent s'éloigner de toi depuis le lieu d'où tu es parti. Horus t'a assigné les dieux. Ils ne peuvent s'éloigner de toi depuis le lieu d'où tu es dérivé. 6615. Cette deuxième occurrence remplace la référence à l'eau fraîche par un jeu de mots. S'éloigner, mais aussi espace céleste, firmament liquide dans lequel le dieu soleil nage ou sur lequel la mort voyage. Il s'agit toujours de la source de vie, l'eau fraîche dans laquelle se plonge la divinité, Ré Osiris, en prélude à la renaissance. Ainsi, un texte comme celui de la formule 353 des textes des sarcophages, puisses-tu me permettre de disposer de l'eau, comme Seth disposa de l'eau, quand il commit un vol contre Osiris cette nuit de la grande tempête, fait allusion au cataclysme déclenché par la mort d'Osiris, mais oppose surtout les eaux brutales de l'orage dont Seth est le maître aux eaux fécondantes, les humeurs qui sourdent du corps d'Osiris. Cette eau n'est pas celle qui a noyé Osiris, lui donnant la mort, mais l'eau en mouvement de l'inondation qui noie la terre d'Égypte. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre la dérive du corps d'Osiris, que celui-ci soit dans le coffre ou pas. Cette idée est d'ailleurs reprise par le sarcophage du Moyen Empire, tout à la fois réceptacle contenant le corps, maison et bateau, puisque ses longs côtés ouest et est sont appelés respectivement parois de bâbord et de tribord. Pas davantage que Plutarque, donc, les documents égyptiens n'attribuent la mort d'Osiris à la noyade. Au contraire, les textes des pyramides sont très précis et insistent sur la violence de Seth. Osiris a été frappé, jeté à terre, lié, tué, découpé en morceaux, selon le contexte. On trouve 2 champs lexicaux différents. Le premier met le geste de Seth en rapport avec le lieu de la découverte d'Osiris. Le second se réfère au rituel de sacrifice. Dans le premier cas, les expressions les plus courantes sont jeter, placer, tomber sur le flanc, selon que l'on veut faire ressortir le geste de Seth ou son résultat, c'est-à-dire les modalités de la découverte du corps d'Osiris. La plupart des occurrences utilisent un terme neutre, le verbe RDJ, placer, mettre, voir. Pas de verbe du tout. Extrait de l'article Osiris de Nadine Guillou. M'embrouiller. Seth a une particularité par rapport à la grande majorité des dieux égyptiens. Les dieux égyptiens ont, pour la grande majorité, une tête d'animal. Lui, c'est pas le cas en fait. Lui, il a une tête composée de plusieurs animaux. Et ce n'est pas lui qu'on représente. C'est l'animal de Seth qu'on représente. Donc, c'est peut-être faire un pont énorme de dire qu'il y a ce côté indicible qu'évoquaient mes collègues un peu plus tôt sur Lovecraft. Mais je pense qu'il y a ce côté-là. C'est la chose qu'on ne représente pas. Et quand on représente la chose qui est censée le représenter au plus, elle a ce côté... elle a ce petit côté... comment dirais-je oui, ouais, on ne la représente pas pareil. Seth n'est pas représentable comme un autre dieu. Voilà. Il y a ce point-là qui est intéressant. Et donc, il représente le chaos, la colère, etc. etc. Donc on peut le voir quelque part comme un monstre, et tout le mythe d'Osiris donc se base sur le conflit en fait entre Seth qui veut prendre le pouvoir et qui va tuer son frère pour ça, et la naissance d'Horus qui va être le fils d'Osiris, d'Isis, qui viendra lutter pour le pouvoir pour rétablir le bon roi. Voilà. Donc ça c'est 2 monstres. Donc je les évoque rapidement parce que je veux pas faire trop long dessus. Je pourrais développer, mais je garde sous le coude pour d'autres podcasts. Notamment sur le pouvoir et tout ça. Et maintenant, je vais basculer sur Gilgamesh, c'est-à-dire un mythe sumérien, l'Irak. Alors, on va voir que
c'est autre chose. Le monstre que j'ai choisi dans l'épopée de Gilgamesh, lui, il a été écrit, alors c'est pas écrit en hiéroglyphe, ça c'est l'avantage, ça a été écrit donc en sumérien, et donc déjà on a plus de billes pour comprendre de quoi ça parle, en tout cas pour faire des traductions précises et compréhensibles par nos cultures modernes. Dans l'épopée de Gilgamesh, l'histoire c'est l'histoire d'un tyran. Gilgamesh est un tyran, il est pas que homme, il est d'essence divine, c'est un demi-dieu. Et Gilgamesh est un tyran qui vraiment, il n'est pas gentil avec les gens. Il viole des femmes, il tue des gens, ou en tout cas il les met en esclavage. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de pas très fréquentable. Et il est dépeint comme ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand j'ai découvert cette histoire, on parle de l'épopée de Gilgamesh, donc on s'attend à une épopée héroïque d'un héros, et on nous présente le gars, de base, il t'attire pas. C'est pas comme Osiris ou Horus, qui étaient des personnages plutôt valorisants. Là, c'est quelqu'un à qui on a un peu de mal à s'identifier quand même. Et donc l'histoire commence quand les locaux se plaignent aux dieux, en fait. Ils disent on n'en peut plus de lui, on ne peut plus du civilisé qui ressemble à un sauvage, parce que c'est le roi d'Uruk, c'est le roi d'une cité, Gilgamesh. On n'en peut plus de lui, et donc les dieux ils décident de rattraper le coup en exaucant le souhait des villageois, enfin des habitants de la cité, et donc on dit on va faire un clone de Gilgamesh. On va créer Enkidu. Alors Enkidu arrive sous forme sauvage. C'est un sauvage, il n'est pas civilisé, donc il faut lui apprendre à parler, il faut satisfaire ses pulsions sexuelles, il faut lui apprendre à manger correctement à table, etc. Parce que quand il arrive, c'est vraiment c'est une bête sauvage, c'est un clone de Gilgamesh, quoi. Et puis une fois qu'on l'a civilisé, il va lui apprendre la vie en société, en fait. Et puis donc il se bastonne, parce que fatalement Gilgamesh ne l'écoute pas. Et là, il y a le twist, c'est qu'en fait, Gilgamesh bat Enkidu et ils deviennent potes. Enkidu il dit Gilgamesh, il reconnaît un peu sa valeur, il dit là, j'ai quand même bien lutté. Et Enkidu dit ouais, quand même, Gilgamesh, c'est un sacré bonhomme. Il rigole pas et tout. Et donc, pour acheter leur image, parce que Gilgamesh, il a une image quand même de grand costaud, faut pas qu'il montre qu'il est faible, qu'il est fort. Il propose à Enkidu d'aller tuer Umbaba. Umbaba qui est un monstre de la forêt, créature de la forêt. Et en faisant ça, du coup, ça va leur apporter de la gloire pour leur montrer, regardez, on a fort, nous on tabasse des monstres. Et donc ils vont là-bas et ils vont le tuer. Le truc, c'est que ce monstre en question, en fait, c'est l'esprit de la forêt. Il représente la nature, en fait. Ce qu'on arrive assez facilement à déduire, et les dieux, ça les rend très très en colère. Donc voilà, je vais pas plus loin dans le conte. Ce que je trouvais excellent, c'est qu'on a l'impression que dans l'épopée de Gilgamesh, si vous arrêtez à cet endroit-là, l'être humain, ce qui ressemble le plus à des êtres humains, c'est des gros cons, en fait. Et les dieux n'apprécient pas ça. Voilà. Donc on est complètement dans une image du monstre qu'on n'aurait pas aujourd'hui dans une histoire classique, et une image du héros qu'on n'aurait pas dans une histoire classique aujourd'hui, quoi. Et qu'est-ce que ça nous raconte, tout ça ? Donc voilà, pour moi, il y a toute une thématique de pouvoir, mais ça, je le garde pour une autre fois. Ce que je trouvais intéressant, c'était de mettre en relation deux monstres, deux créatures, de créatures para-humains, ou monstres au sens premier du terme, et les mettre en corrélation dans des civilisations pré-chrétiennes, sachant qu'on sait que la civilisation sumérienne va énormément influencer la civilisation juive d'abord, puis judéo-chrétienne, et que les mythes égyptiens, de leur côté, ils vont influencer en partie la société européenne. Enfin, c'est pas l'Europe, c'était la Grèce à l'époque, Grèce antique. Et donc tout ça va amener à notre civilisation. En fait, ces deux mythes-là, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut raconter aujourd'hui, au final, ils sont quand même à la base de ça. Voilà. Il y a eu un glissement qui me paraît intéressant à discuter. Voilà, j'irai pas plus loin, je voulais faire court. J'espère vous avoir intéressé, et merci à tous. The power plant shimmer in her still, cool breath. Now is that a smile Merci, Biggie. that plays across Go her lips, interlude. or is it the tremor of dread? Is it the sadness of mothers as they watch the fates of their children unfold? In now. Okay.